Bonjour, aujourd'hui je vous invite à réfléchir sur l'amour. Est-ce que l'amour est quelque chose d'inné ou est-ce que nous devons apprendre à aimer? Est-ce que chaque culture a sa propre manière d'aimer? De la simple toquade à la grande passion, de l'amour platonique à l'amour érotique, enfer ou paradis, finalement, qui est Eros? En un sens, s'il y a bien une chose que vous n'avez pas besoin qu'on vous explique, pour laquelle vous n'avez pas besoin de maître et qui n'exige pas que vous veniez vous asseoir sur une chaise pour vous faire instruire, c'est bien l'amour. En fait, vous n'avez pas eu besoin de leçons théoriques, peut-être de quelques leçons pratiques que certainement la vie s'est chargée de vous donner pour savoir ce que c'est que aimer. Vous le savez depuis que vous êtes tout petit, depuis que vous avez passé les bras autour du cou de votre maman, que vous avez pleuré la mort d'un animal familier ou essuyé votre premier chagrin d'amour. En tant que prof, je pourrais dire qu'il suffit de se promener dans les couloirs d'un lycée pour voir l'amour fleurir partout, particulièrement en cette saison printanière, quand on n'est pas confiné, et de voir comme il s'invite jusque dans les salles de classe, à travers les mains qui se nouent sous les tables, les textos qui fusent, les baisers volés dans les couloirs, ou encore les serments gravés sur les trousses. Et pourtant, si vous êtes là aujourd'hui, curieux d'entendre ce qu'on va bien pouvoir en dire, et assez courageux pour venir entendre ce qui va sortir de la bouche d'un prof de philo, si vous avez répondu à l'appel du petit Cupidon, eh bien, c'est sûrement que malgré tout, l'amour reste pour nous tous une énigme. Et s'il y a bien un mystère qu'on aimerait percer, c'est celui de l'amour. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu ce mystère, de résoudre un peu l'énigme. Finalement, qu'est-ce que c'est aimer et être aimé? Pour commencer, nous allons nous demander d'où vient le sentiment d'amour. Est-ce que c'est quelque chose qui est biologique ou culturel? J'aurais dû mettre culturel et non pas naturel. Et jusqu'où? Et nous allons commencer par essayer d'explorer, de comprendre quelle est la part d'inné quand nous tombons dans cet état, que nous tombons amoureux. Donc vous connaissez tous le scénario, deux regards qui se croisent et soudain c'est le coup de foudre, sueur, palpitations, énergie débordante, le monde entier qui s'évanouit et l'amour qui naît. Tout le monde a vu cette scène filmée des milliers de fois au cinéma, l'a lu dans des romans, peut-être même l'a vécu. Il y a même toute une industrie qui vit de cela. Et personne n'est à l'abri de ce bouleversement biologique à tout âge, même chez ceux qui ont des cheveux blancs, si l'on en croit les témoignages, expérience qui peut changer le cours d'une vie. Alors cette expérience est censée être l'une des plus romantiques qui soit, mais est-ce si sûr? Encore faut-il savoir dans quoi Cupidon a trempé sa flèche avant de nous l'envoyer en plein cœur. Or, ce que la science nous révèle, c'est qu'il s'agit avant tout d'une affaire de chimie. Et que le coup de foudre repose moins sur le hasard ou sur une prédestination divine que sur une nécessité biologique, celle des phéromones. C'est donc dans les laboratoires, les yeux rivés sur le microscope, qu'on explique l'étrange phénomène du coup de foudre qui est censé représenter le summum de l'expérience amoureuse et vous allez voir que cela s'avère tout sauf romantique. Alors le terme phéromone est formé à partir des termes grecs phérein qui veut dire transporter et hormone qui veut dire excitation. Et les phéromones sont des substances créées par les individus, sécrétées par les individus, qui, lorsqu'elles sont reçues par d'autres individus de la même espèce, provoquent des réactions spécifiques. Nous les partageons avec les autres animaux et elles servent à favoriser le rapprochement sexuel pendant la période de reproduction. Lucie Vincent, qui est docteur en neurosciences, explique dans son livre intitulé « Comment devient-on amoureux ?» que les phéromones qui se trouvent dans la transpiration, sur le cuir chevelu, sur la peau, sont libérés dans l'espace extracorporel et diffusés autour de nous et communiqués à ceux qui sont autour de nous par le biais de l'odorat
et à l'aide de petits capteurs qui sont situés dans le nez, au niveau de la muqueuse de la partie antérieure des fosses nasales, qui envoient le message à une structure à la base du cerveau que vous connaissez, l'hypothalamus. Alors bien sûr, l'action de ces petits capteurs nous demeure inconsciente. Autrement dit, lorsque notre cœur palpite pour un bel inconnu ou une belle inconnue et que nous subissons de plein fouet l'effet des phéromones, ce n'est pas un processus conscient. Et nos ancêtres, en fait, savaient déjà tout cela, bien avant que les laboratoires ne s'en mêlent, et se servaient déjà des odeurs corporelles pour fabriquer ce qu'on appelait alors des filtres d'amour, dans le but précisément d'attirer le sexe opposé. Par exemple, les femmes gardaient sous leurs aisselles précieusement des pommes pelées pour les offrir à leurs amoureux, ce qu'on appelait des pommes d'amour. Et les hommes faisaient la même chose avec leurs mouchoirs, car même libérés en quantité infinitésimale, les phéromones sont d'une efficacité remarquable. Alors pour illustrer la puissance des phéromones, on peut faire référence à une expérience scientifique étonnante, celle des sièges dans une salle d'attente. Des chercheurs se sont amusés à imprégner une seule chaise avec des phéromones masculines dans une salle remplie de chaises, et ils ont fait rentrer successivement 840 femmes dans cette salle qui devaient donc s'asseoir où elles voulaient. 810 ont choisi la chaise imprégnée de l'odeur masculine ou les deux chaises latérales, alors que les hommes, eux, ont soigneusement évité ces chaises. Ainsi, lorsque Don Juan chuchote à l'oreille de son valet, sur un ton suave et presque religieux, « Silence, il passe une odeur de femme », eh bien, il révèle sa faiblesse. Le fait que, attiré par cette odeur, pour lui toujours irrésistible, il est mené par le bout du nez et il se laisse porter par un instinct mâle. Don Juan, qui est l'incarnation du désir sensuel, puise donc une partie de son énergie surhumaine dans les effluves féminines. Pour achever ce tableau, on pourrait dire que de nombreuses hormones gouvernent nos émois amoureux, la dopamine, l'adrénaline, la sérotonine, les endorphines, qui forment un véritable cocktail de drogues amoureuses qui toutes expliquent cet état délicieux et troublant dans lequel on est lorsqu'on est amoureux, cet état d'addiction dans lequel se trouvent deux amants qui ne peuvent rester l'un sans l'autre, et tant de comportements liés à l'amour comme l'insomnie, l'hyperactivité ou la perte d'appétit. La science, finalement, nous dit que si les amoureux des bancs publics s'éternisent dans de longs baisers langoureux, c'est aussi parce que ça libère en eux de l'ocytocine qui procure un doux état de bien-être et en prime que cela augmente les défenses immunitaires. Ainsi, les couples heureux et amoureux vivent plus longtemps et en meilleure santé. Vive l'amour! Il y a donc bien une chimie amoureuse et une part d'inné, on pourrait dire des prédispositions biologiques à aimer et qui favorisent la naissance du sentiment amoureux. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que l'attirance se résume à la chimie, ni que l'amour se réduise à cela. Alors que les rêveurs se rassurent, nous allons voir que le choix amoureux reste influencé par beaucoup d'autres paramètres et que finalement on est loin de pouvoir tout expliquer scientifiquement. Pour le dire autrement, même si nous savons décrire ce qui se passe dans le corps de Roméo et Juliette au moment de leur rencontre, rien ne nous dit pourquoi c'est Roméo et pourquoi c'est Juliette. Autrement dit, le cœur a encore ses raisons que la science ne connaît pas. Tout ce que nous apprennent ces découvertes, c'est que du coup, il ne faut pas faire du coup de foudre plus qu'il n'est. Et surtout, ne pas le confondre avec le grand, le vrai amour, ni prétendre fonder quelque chose de solide dessus. On ne fonde pas un mariage sur des phéromones. Alors pour poursuivre notre enquête, on va essayer d'expliquer maintenant quelle est la part des gènes. Reste à expliquer finalement ce qui nous met dans un tel état d'attendrissement, là où il n'y a pas d'enjeu sexuel, par exemple au-dessus d'un berceau, qu'en est-il là de la part d'inné? C'est l'une des grandes questions du XXe siècle qui a été précisément de savoir si l'adoration que nous portons à nos bébés, l'amour que nous portons à nos enfants est ou non inné. Y a-t-il un gène de l'amour maternel? Et
sinon apprend-on à aimer ses enfants? Alors là aussi, on peut dire qu'il y a bien une base biologique à l'attachement maternel et que la maternité donc, déclenche des phénomènes biologiques qui vont pousser la mère à la compassion et par exemple lui donner l'élan de nourrir son enfant. Qu'une sorte de cocktail hormonal va aider les mères à répondre aux signaux de leur bébé et que ces hormones agissent là encore comme une sorte de filtre d'amour qui vont désinhiber la mère. Par exemple, l'ocytocine déclenche un état affectif d'euphorie et agit comme un sédatif lors de la grande fatigue qui suit l'accouchement, et en même temps l'affaiblissent, puisque par exemple les oestrogènes et la progestérone favorisent un état d'alerte émotionnelle chez elle. En outre, on sait que le bébé est lui-même programmé pour pousser la mère à s'occuper de lui par des mimiques, des odeurs, des expressions faciales, des cris qui parfois peuvent suffire à déclencher des montées de lait. Donc là aussi, on sait que l'amour maternel a une base biologique. Mais attention, il répond bien sûr à un processus là encore beaucoup plus complexe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse biologique automatique. Que certaines mères, malgré tout, n'arrivent pas à aimer leur bébé, ou plutôt on pourrait dire qu'elles arrivent à ne pas aimer leur bébé malgré tout cela. On sait que l'histoire personnelle, la mémoire, le psychisme comptent pour beaucoup et que l'investissement maternel est un processus long, complexe, qui va se mettre en place grâce à des stimuli internes, externes, dans lequel l'inné ne suffit pas, là encore, à tout expliquer. Donc du coup, on va poursuivre notre parcours en essayant de comprendre finalement quelle est la part d'acquis et quelle est finalement l'influence de la culture. Alors en 1981, Elisabeth Badinter, dans un ouvrage devenu célèbre, L'amour en plus, remettait en cause, avec en fait derrière elle toutes les féministes, le fameux instinct maternel. Elle montrait dans cet essai comment finalement l'instinct maternel résulte d'une construction sociale plus que d'un fait de nature, et comment il a pu varier d'une époque à une autre et d'un milieu à un autre. Et donc, dans cet essai, Badinter, par exemple, rappelle que au XVIIe siècle, l'enfant faisait peur. Il symbolisait la force du mal, il était vu comme un être imparfait, accablé par le péché originel, comme un petit animal dénué d'esprit critique, et recevait une éducation répressive. Elle rappelle que de l'infanticide à l'abandon, en passant par l'indifférence, des possibilités assez variées s'offraient à tous ceux, toutes celles qui ne voulaient pas assumer ce fardeau. Elle rappelle le refus maternel d'allaiter, la mise en nourrice comme une habitude généralisée. Au XVIIIe, à Paris par exemple, en 1780, sur 21 000 bébés qui sont nés, moins de 1000 ont été nourris par leur mère. Elle révèle de nombreux témoignages d'insensibilité à la mort d'un enfant ou d'amour sélectif, avec inégalité de traitement entre les enfants selon leur sexe ou leur place dans la fratrie. Autant de signes que l'amour maternel n'est ni naturel, ni spontané, et qu'en tout cas, il ne va pas de soi. Autrement dit, l'amour maternel, qui aujourd'hui nous semble si spontané, si naturel, nous a en bonne part été transmis par la société dans laquelle nous vivons, par le modèle familial, les normes auxquelles nous avons été soumis dans notre éducation, parce qu'aujourd'hui, il est bien d'aimer son bébé, et il est mal, voire criminel, de ne pas l'aimer, avec aussi l'influence des publicités, de toutes les images dont nous sommes bombardés et qui font une sorte de bain culturel qui permet de comprendre comment tout ceci se construit. Alors Badinter explique aussi comment on apprend déjà à la petite fille à dorloter sa poupée, à s'entraîner à son futur rôle de mère aimante, et donc comme il y a un conditionnement qui en fait commence de très bonne heure. De même, dans la relation amoureuse, on doit apprendre à aimer,
Et l'acquisition du cœur eh bien, peut prendre du temps. Et peut-être ne cesse-t-elle jamais. Par exemple, à l'adolescence, on aime souvent très fort, mais encore maladroitement, quitte à s'en rendre compte seulement après. Comme si en amour, comme partout ailleurs, il fallait faire ses armes. L'état naturel est primordial, on le sait, est un état d'égoïsme. Le petit enfant est un monstre d'égoïsme qui ne pense qu'à son bien-être, qu'à son confort, sans être encore capable de se soucier d'autrui, et par exemple de la fatigue de sa mère. Il lui faut des années pour être capable de se soucier du bien-être de ses proches et pour être capable de dépasser son égoïsme naturel. Et il faut un long chemin justement pour apprendre à donner plutôt qu'à prendre. Si on repart de l'image de la mère et de l'enfant, eh bien l'enfant prend le sein et la mère le donne. Mais la mère a elle-même d'abord été un enfant. Elle a commencé par prendre, puis elle a appris à donner. Eh bien c'est peut-être cela, le vrai chemin de l'amour. Nous commençons tous par une forme de passion possessive, et c'est normal. Mais cela ne dispense pas d'apprendre justement à aimer, et c'est apprendre à dépasser la part d'enfance qu'il y a dans la passion encore, apprendre à donner. Et cela ne va pas de soi, et cela peut prendre bien des formes et exiger bien des détours. Alors pour cela, on le disait, pas de professeur, pas d'école, mais en un sens, chacun apprend l'art d'aimer selon donc le milieu, la société et l'époque dans laquelle il vit. Car l'amour, donc on l'a vu, est aussi essentiellement un phénomène culturel. Et chaque culture développe son propre idéal amoureux. Donc en un sens, dis-moi comment tu aimes et je te dirai d'où tu viens. Par exemple, dans la Grèce antique, il était normal pour un adolescent de tomber amoureux d'un homme d'âge mûr qui procédait à sa formation intellectuelle aussi bien que sexuelle. Aujourd'hui, cela nous semble indécent et surprenant puisque ce qui était la règle à l'époque s'avérerait aujourd'hui illégal. D'autres époques ont fait l'éloge des femmes mûres en qui le jeune homme voyait les meilleures initiatrices possibles pour les choses de l'amour, aussi bien physique que mentale. Cela n'est plus trop de notre goût, on va dire que c'est passé de mode. Au Moyen-Âge, l'idéal amoureux prenait la figure de la courtoisie, par réaction certainement contre les pratiques brutales de viol ou d'enlèvement. Les chevaliers inventèrent un nouvel art d'aimer, marqué par le respect de leur dame, au service de laquelle ils se devaient d'être en toutes circonstances. Ensuite, il y a eu l'époque de la galanterie, marquée par une grande déférence à l'égard de la femme, galanterie qui se situe à l'opposé du machisme méditerranéen, qui est lui-même caractérisé par une sorte d'hyper-érotisation de l'espace public, ce qu'on appelle aujourd'hui communément la drague, et qui se distingue très fortement de l'indifférence nordique, et est à des années-lumière de la diabolisation des roses qui est faite par la culture puritaine, par exemple. Alors je ne vais pas dresser ici un inventaire, même sommaire, de toutes les formes culturelles investies par l'amour. J'en ai cité en vrac quelques-unes. Ce qui nous intéresse, c'est de noter le caractère à la fois très varié et fluctuant. Ce qui nous amène à considérer qu'il n'y a pas qu'une manière d'aimer et peut-être pas qu'un type d'amour. Ce qui nous amène dans un deuxième temps à nous demander finalement, y a-t-il un amour ou des amours? Et on va essayer de démêler un petit peu quels sont justement les différents types d'amour. Et je vous propose de commencer par essayer de distinguer l'amour de soi et l'amour des autres. Alors à première vue, les deux peuvent sembler contradictoires. On sait que les gens qui s'aiment trop eux-mêmes ne sont pas les meilleurs amants et amoureux. Parce qu'à trop s'aimer soi-même, on finit par mal aimer autrui. Vivre avec une personne égocentrique qui ne pense qu'à son petit bonheur plus qu'à celui de ses proches ne fait envie à personne. Et l'amour de soi renvoie a priori à une certaine forme de repli sur l'ego qui serait le contraire de l'ouverture sur l'autre, de l'altruisme et donc de la capacité d'aimer.
Alors on peut ici penser à la figure de Narcisse, à cette figure de la mythologie grecque, donc alliant une beauté exceptionnelle à un caractère fier qui toujours repousse violemment ses prétendants, comme la pauvre nymphe Écho, parce qu'il est amoureux de son propre reflet qu'il contemple indéfiniment dans les eaux d'un lac jusqu'à s'y noyer de désespoir. L'intérêt de ce mythe, c'est qu'il nous montre ce que l'amour de soi a de potentiellement mortifère. Et on pourrait dire, par opposition, que justement aimer, c'est accepter de sortir de soi. Et même parfois aimer contre soi, en faisant ce qu'on appelle des concessions ou des sacrifices, en étant capable de se mettre en danger par amour d'autrui. En tout cas, c'est aimer l'autre plus que soi, et par là être emporté au-delà de nous-mêmes. Et c'est peut-être en quoi l'amour est une des plus grandes expériences. Vous savez que traditionnellement, le grand amour va jusqu'à préférer mourir plutôt que de voir l'autre mourir. Autrement dit, c'est l'anti-narcisse. Et cependant, j'ai aussi envie de dire que l'amour de soi peut aussi être vu comme une condition à l'amour des autres. Et effectivement, beaucoup de psychologues disent que pour pouvoir aimer l'autre, il faut commencer par s'aimer soi-même. Que celui qui ne s'aime pas, finalement, ne peut pas aimer ou ne peut que mal aimer. Ici, j'ai envie de citer le cas assez extraordinaire de ce jeune homme, Nick Vujicic, qui donc est né privé de bras et de jambes, et qui a donné une véritable leçon de bonheur à l'Amérique, en rappelant aux jeunes à qui il allait parler dans les écoles, collèges, lycées, universités, que le secret du bonheur et de l'amour est justement dans l'accord avec soi, et passe par l'acceptation de son corps tel qu'il est. Donc Nick explique que il a d'abord passé de nombreuses années à trouver qu'il n'était pas assez bien, et que celui qui fait ça gâche sa vie, et il rappelle que pour être capable d'aimer la vie, il faut commencer par apprendre à s'aimer soi-même, y compris si l'on n'est pas parfait. On sait tous d'expérience que lorsqu'une personne est en amour avec elle-même, elle est plus chaleureuse, elle est plus joyeuse, elle est plus enthousiaste, elle diffuse même quelque chose d'attirant, et puis elle est en confiance, donc plus ouverte sur le monde, et mieux disposée à aimer ceux qu'elle y rencontre. En ce sens, je pense qu'on peut dire que l'amour de soi, même s'il peut être un obstacle à l'amour des autres quand il est excessif, s'il est vécu sous la forme d'un repli narcissique, est surtout une condition essentielle du chemin amoureux, peut-être la première des étapes, à condition donc de savoir la dépasser et la féconder. Maintenant, je vous propose d'essayer de distinguer amour et amitié. Parce que réfléchir sur l'amour, c'est forcément réfléchir sur l'amitié, puisque l'amitié est une forme d'amour. En quoi les deux se distinguent-elles? Pour commencer, qu'est-ce qu'un ami? Alors d'après le philosophe Sénèque, un des grands sages de l'Antiquité, dans les lettres à Lucilius, je fais référence ici à la lettre 3, l'ami, ce serait celui à qui on peut faire confiance autant qu'à soi-même, et face auquel on peut vivre ouvertement, en étant vraiment soi-même. C'est quelqu'un qui nous connaît bien et qui nous aime quand même. On a aussi souvent dit que l'ami, c'est celui qui reste dans le malheur et qui se reconnaît dans les épreuves, et comme le disait Jules Renard, c'est celui qui devine quand on a besoin de lui, un être magique. La Rochefoucauld, lui, allait jusqu'à dire que l'ami est le plus grand des biens. Et quand Montaigne perd son grand ami, la Boétie, il dit qu'il a le sentiment de n'exister plus qu'à moitié dans les essais. Alors à entendre tous ces mots élogieux, on se rend compte que ce n'est pas n'importe quelle forme d'amour. Et nous allons voir que c'est un amour qui donne, qui se réjouit et qui partage. Ce que les Grecs appelaient la philia,
pour donc nommer l'amitié, eh bien, se distingue de l'agapé, qui est un amour plus large du prochain en général, forme d'altruisme, d'empathie pour les personnes, en ceci qu'elle est plus personnalisée. La philia, elle porte sur un individu en particulier. C'est, comme le disait Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et de ce point de vue-là, c'est une forme de grande estime réciproque entre deux personnes qui se sont choisies et reconnues. Et le modèle d'initiation amoureux des Grecs anciens que j'évoquais tout à l'heure, qui donc poussait un adolescent vers un homme d'âge mûr, reposait justement sur la philia. Dans la pédérastie antique, l'amant d'âge mûr, qu'on appelait Éraste, s'occupait de son jeune aimé, qu'on appelait Éromène, et finalement la composante sexuelle passait très loin derrière la composante affective. Ça n'avait donc rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la pédérastie, et l'Éraste en fait était engagé dans une sorte de formation de son Éromène. Il était lui-même déjà assez engagé dans la vie sociale et politique de la cité, souvent d'ailleurs mari et citoyen, père de famille impliqué, mais il offrait à ce jeune homme donc une formation, s'investissait pour son équipement militaire, pour faire de lui un guerrier, et à la fin de sa formation intellectuelle, il lui offrait une coupe qui signifiait qu'il pouvait désormais partager le banquet des hommes par la fin d'une période de probation. Donc un tel exemple nous montre que la philia dépasse de très loin le désir sexuel, même si elle peut parfois l'accompagner, et donc même si les amis ne sont pas forcément des amants, loin s'en faut, on peut être amant et ami dans certains cas. On a tendance néanmoins à opposer en général la philia à l'éros, c'est-à-dire l'éros lui désigne davantage l'attirance sexuelle, le désir qui nous emporte, et l'amitié, même si, on l'a vu, elle peut être très exigeante, et qu'en un sens, elle peut être très impérieuse dans ses demandes, elle a tendance à rester du coup plus sobre, plus douce, sans fièvre. Donc en ce sens, amour et amitié forment bien deux formes d'amour différentes. On dit d'ailleurs qu'offrir de l'amitié à qui réclame de l'amour, c'est comme donner du pain à qui meurt de soif. On dit aussi que l'amitié, c'est l'amour en habit de semaine, peut-être parce qu'on meurt d'amour, on ne meurt pas d'amitié. Moi je dirais qu'une des grandes différences entre amour et amitié, c'est que l'amitié est nécessairement réciproque. On ne peut pas aimer, on peut aimer sans être aimé en retour, mais on ne peut pas être l'ami de quelqu'un qui n'est pas notre ami. Et puis aussi peut-être pour finir le fait que je pense que tout le monde expérimente l'amour, tandis que l'amitié, elle, semble quelque chose finalement de beaucoup plus rare, même si elle peut sembler plus facile. Les vrais amis au cours d'une vie se comptent sur les doigts d'une main. On peut traverser une vie sans en avoir connu un seul, et en un sens les amis sont plus rares que les amants, donc si vous avez un vrai ami, soignez-le. Pour terminer ce parcours sur les différentes formes d'amour, on va se demander si il est vrai que la passion est le plus haut degré de l'amour, la forme la plus élevée. Puisque ce qu'on vient de voir là, à travers la différence entre Eros et Philia, il y a plusieurs degrés dans l'amour, qui peut être plus ou moins doux ou violent, plus ou moins fort ou contenu, plus ou moins contrôlé ou passionné. Et bien sûr, l'amour fou est souvent associé à la passion, dans ce cas-là de ravageur et de potentiellement destructeur. Donc la passion est censée être le degré le plus haut de l'amour, et étymologiquement, le terme passion, qui s'oppose au terme action, renvoie à l'idée de quelque chose qui nous emporte, une passivité, quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui, en quelque sorte, est subi, qui nous emporte presque malgré nous. Et effectivement, on sait que la passion amoureuse, qui est donc indépendante de la race, de la religion, de la nationalité, quand elle se saisit de deux êtres, ne leur laisse pas le choix, les entraîne sans aucun souci de l'ordre établi, des obstacles presque contre leur volonté, comme si justement l'amour ici se faisait un peu tyran. Alors la moitié des romans d'amour nous
raconte justement la lutte d'hommes et de femmes qui essayent de résister à une passion qui les emporte, en dépit souvent de toute convenance sociale, de la volonté des parents, de la morale, de la religion, de la politique, des êtres qui ont perdu le contrôle d'eux-mêmes, qui sont en proie à cette sorte de maladie de l'âme qu'est la passion. Et cela nous fascine, justement parce que l'amour-passion a quelque chose de dangereux, parce qu'il est brûlant et souvent fatal. Si le roman est bon, en général, les héros meurent à la fin. Autrement dit, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'amour-passion est fascinant, est beau, mais aussi peut-être qu'il mène au malheur. Sur ce thème, à mon sens, le plus beau livre sur l'amour-passion, c'est le célèbre roman de Albert Cohen qui s'appelle Belle du Seigneur, qui décrit la passion entre Solal et Ariane, passion absolument flamboyante qui va connaître le destin que connaissent les passions. C'est un roman qui est à la fois trop beau et puis trop énorme pour que je puisse vous le résumer ici, d'autant que je vous souhaite plutôt de le lire un jour, si ce n'est fait. Et alors vous comprendrez, bon, c'est 845 pages, il faut compter une trentaine d'heures de lecture, mais en général quand on a plongé dedans, on ne veut plus que ça se finisse. Et donc dans ce livre, Cohen analyse la passion avec une lucidité incroyable, un mélange de tendresse et de cruauté, d'humour et de tristesse. Et il peint justement la fresque éternelle de cette aventure de la passion entre un homme et une femme. Donc, avis aux amateurs. On va en reparler un petit peu. Donc, maintenant, on va essayer de faire un petit peu la différence entre l'amour du corps et l'amour de l'âme. Puisque quand on parle de différents types d'amour, impossible de ne pas évoquer cette différence entre l'amour du corps et l'amour de l'âme. Lorsqu'on aime quelqu'un, est-ce qu'on peut aimer son âme si on n'aime pas son corps? Combien l'amour physique pèse-t-il dans l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un? Est-ce qu'on peut ou pas s'en émanciper? Est-ce qu'on peut continuer à s'aimer autant quand le corps change, vieillit, se déforme ou est défiguré? Et comment savoir si quelqu'un nous aime finalement pour notre âme ou pour notre corps? Autant de questions cruciales qui marquent la réflexion sur l'amour. Alors justement, à la question de savoir combien pèse l'amour, Solal, dans Belle du Seigneur, vers le début du roman, donc Solal qui est le beau et jeune amoureux d'Ariane, répond 6 grammes. Le poids de 3 dents, sans lesquelles l'amour d'Ariane n'existerait pas. En effet, tout au début du livre, avant de déclarer sa flamme à la belle Ariane, il décide de se déguiser en se vieillissant, de manière à s'enlaidir, se noircissant 3 dents sur le devant. Se présentant ainsi à Ariane, il se fait violemment repousser par elle, et ce n'est qu'une fois le déguisement enlevé qu'elle le considérera et qu'il pourra lui déclarer sa flamme et susciter son amour. Alors la question est la suivante, si vous perdiez 3 dents là tout de suite, est-ce que vous vous feriez encore aimer, cajoler ce soir par votre bien-aimé? Est-ce qu'on vous écrirait encore des poèmes? Est-ce que vous ferez des serments? Et si vous perdiez une jambe, un œil, un sein ou vos cheveux? Terrible et redoutable question qui peut-être admet aussi une terrible réponse. Alors justement, de tout temps, pour couper court à ces bassesses organiques, on a eu tendance à dire que l'amour le plus pur était un amour désincarné, qui pouvait se passer justement du support du corps, un amour tout spirituel. C'est ce qu'on appelle un amour platonique, un amour purifié justement du besoin sexuel et sensuel. Un amour sans contact physique qui doit justement prouver que ce sont bien les qualités intérieures de la personne qui sont aimées et non son enveloppe charnelle, son corps. Évidemment, la part de frustration ici est inévitable. Il peut décourager et on pourrait se demander est-ce que ce n'est pas en un sens renoncer
à aller jusqu'au bout de l'expérience amoureuse, puisqu'on pourrait penser qu'un amour accompli, c'est un amour qui doit assumer la part du corps au lieu de la fuir et réussir justement à désamorcer l'aspect potentiellement destructeur et que la vraie complicité du couple naît peut-être de là. Alors bien sûr, cette peur est motivée parce que l'amour érotique a vraiment quelque chose d'effrayant et on sait qu'il peut mal tourner. D'abord parce qu'il y a ce décalage possible entre les désirs des uns et des autres et que le décalage peut être facteur de conflit et de frustration. Si l'un veut plus, l'autre moins. Si l'un veut des choses que l'autre ne veut pas, comment s'accorder ? Aussi parce qu'on pressent qu'il y a un aspect un petit peu factice dans le lien érotique. Ce n'est pas parce que deux corps s'entendent que deux âmes se rencontrent. Et on sait que l'érotisme peut être totalement déconnecté de toute dimension affective, qu'il peut même prendre dans sa forme la plus brute le visage de la pure pornographie. Alors peut-être qu'ici l'essentiel, c'est de comprendre que l'amour des corps, qui peut être un formidable accompagnement à l'amour des âmes, ne peut pas en tout cas le remplacer. Moi je dirais que tant que l'amour des corps est subordonné à l'amour des âmes, il n'y a de place pour aucune vulgarité. Mais s'il est déconnecté de toute charge affective, il ne devient plus qu'un vulgaire ersatz, une consolation charnelle certainement puissante, mais aussi une menace pour le cœur. Et donc, sur ces considérations sur la souffrance, justement, on va être amené, pour conclure, à se demander si finalement l'amour est enfer ou paradis. Et on va commencer par essayer d'élucider la part inéluctable de souffrance que toute expérience amoureuse renferme, puisque, bien évidemment, l'amour est souvent associé à une expérience douloureuse, une expérience belle, précieuse, jouissive, mais aussi douloureuse. On sait que ceux qui essayent de se préserver de l'amour sont souvent ceux qui ont le plus peur de souffrir, des fois parce que ça leur est arrivé, et parce qu'on sait que aimer, c'est se mettre en danger, c'est prendre des risques, c'est accepter de verser des larmes, parce qu'une fois qu'on a reçu la première flèche de Cupidon, il faut accepter d'en recevoir d'autres par la suite, qui peuvent venir de l'être aimé, et que ouvrir son cœur, c'est l'offrir aux cicatrices. Alors pourquoi est-ce que l'amour nous fait nécessairement souffrir ? Pourquoi être amoureux est une expérience douce, amère ? Déjà parce que le désir amoureux repose lui-même sur une expérience douloureuse qui est forcément celle du manque. Pour bien expliquer ça, on peut passer par le mythe antique de l'androgyne, qui est raconté par Aristophane dans le banquet de Platon, et qui exprime la situation de l'homme sur Terre, en nous disant qu'auparavant, avant qu'il y ait des hommes et des femmes, il y avait sur Terre des créatures qui étaient à la fois mâles et femelles, qui étaient de forme sphérique, avec donc 4 jambes, 4 bras et 2 têtes. Ces êtres, qui avaient donc la forme de la complétude, étaient très forts, unifiés et capables de défier les dieux eux-mêmes. Et justement, agacé par leur puissance, Zeus décida de les couper en deux par le milieu pour les affaiblir. Et Apollon, chargé de recoudre par la peau, formant d'ailleurs le nœud du nombril, en fit du coup des êtres hommes et femmes, avec chacun une tête, 2 bras, 2 jambes, que nous sommes aujourd'hui. Et donc d'après ce mythe, nous naissons du coup déjà divisés, déjà incomplets, en état de manque, et chacun passe son temps à chercher sa moitié perdue, et porte déjà dans son affectivité une sorte de manque, quelque chose donc qui l'affecte en permanence. Chacun rêve de trouver son âme sœur, sa moitié complémentaire, pour retrouver son unité. Alors ce mythe a donné naissance à ce thème très beau de l'amour fusionnel, poétique à souhait, mais j'ai envie de dire aussi peut-être dangereux, parce que l'autre est différent
et reste différent. Et que peut-être il ne peut pas être absorbé, en tout cas pas sans être nié. Je dirais que si l'amour fusionnel est un très beau fantasme romantique, il est souvent aussi un fantasme destructeur. Peut-être que c'est là aussi une étape à dépasser dans un couple et que c'est important de reconnaître qu'on est deux, accepter l'autre comme un autre, plus que comme une partie de soi. Et en tout cas, ce qui est beau dans ce mythe, je trouve, c'est qu'il montre que à travers l'autre, finalement, chacun est finalement quelque part à la recherche de son propre moi, se cherche lui-même, cherche sa complétude. Et on pourrait se demander si finalement les êtres que nous aimerons le plus sur Terre pendant notre vie ne sont pas ceux qui nous auront aidés à nous révéler à nous-mêmes, qui nous auront permis de devenir nous-mêmes. Une autre manière d'expliquer la part de souffrance qu'il y a dans le fait d'être amoureux, c'est que forcément, quand on éprouve du manque, le danger, c'est d'idéaliser ce qui nous manque. Et c'est exactement ce qu'explique Stendhal dans son essai sur l'amour qui s'appelle « De l'amour », à travers ce qu'il nomme la cristallisation. Stendhal nous explique que il s'est rendu aux mines de Salzbourg, qui sont des mines de sel, et il a fait l'expérience suivante qui consiste à jeter un vieux rameau de bois mort dans la saline et à le récupérer quelque temps après. Et que si on vient récupérer un rameau de bois mort 2-3 mois après, on le ramasse recouvert de cristallisation brillante, donc des cristaux. Il semble garni d'une infinité de diamants étincelants qui le subliment. On ne reconnaît plus le rameau primitif et il dit que c'est exactement ce qui se passe dans la tête d'un amoureux. Que si on laisse la tête d'un amant travailler pendant 24 heures, il va parer de la même manière l'objet de son fantasme, la jeune fille inconnue qu'il a croisée, de toutes les qualités, de toutes les perfections possibles, et que à la limite, moins il pourra la posséder, plus il va l'idéaliser. Et donc, d'après Stendhal, justement, l'esprit de l'amoureux cristallise autour de l'image de l'être aimé et l'embellit plus que de raison, jusqu'à rendre la rencontre impossible. J'ai envie de dire qu'il faut se garder d'idéaliser. Peut-être qu'il vaut mieux aimer un peu moins fort quelque chose de réel que d'idolâtrer à mort une pure chimère. Et aussi peut-être que du coup chacun devrait éviter de se laisser idéaliser, parce que plus on monte haut et plus on tombe bas. Pour finir ce parcours, on va évoquer, ce sera parfait pour conclure, en quoi néanmoins l'expérience amoureuse est surtout assimilée à ce qu'on peut appeler la clé du bonheur. Parce que évidemment, si l'amour n'était que souffrance, il est évident qu'on ne le rechercherait pas comme on le recherche au niveau quasiment universel depuis toujours. L'amour est peut-être avant tout ce qui nous rend fondamentalement heureux, ce qui va donner du sens à notre existence, ce qui va illuminer nos plus beaux sourires. Et on reconnaît une personne amoureuse à ceci qu'elle rayonne d'une manière peut-être unique. Par exemple, dans notre imaginaire, le prince et la princesse rayonnent d'un amour partagé qui les rend magnifiques et très enviables. Et comme le disait Aristote, finalement, aimer, c'est peut-être avant tout se réjouir. C'est peut-être se réjouir de la simple existence de l'être aimé. Éprouver de la gratitude à la simple pensée de son existence, être heureux en le regardant, en l'écoutant, en respirant à côté de lui. Et du coup, on a ici dans cette forme d'amour, ce je t'aime qui ne demande rien, peut-être l'expérience de la plus profonde joie, la plus inaltérable, celle qui peut être reconduite jour après jour, et même se creuser dans le simple contact de la vie quotidienne, comme l'expérience ultime
de simplicité et de tendresse qui peut-être est le vrai trésor, celui qui ne s'achète pas et après lequel chacun court. Donc, en conclusion de ce moment sur l'amour, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Ce que nous avons vu ensemble, c'est que lorsque nous nous sentons bien, nous sommes capables de distribuer plus d'amour autour de nous. Quand nous sommes bien avec nous-mêmes, quand nous sommes le plus heureux, c'est là que nous sommes capables de sourire aux inconnus, de prendre soin des plus faibles, de rayonner, donc en contribuant à faire de ce monde un lieu plus beau. Alors que quand nous nous sentons mal, quand nous sommes malheureux, nous devenons facilement agressifs, nous nous replions et nous devenons en quelque sorte incapables de diffuser de l'amour et peut-être aussi d'en recevoir. Ainsi, en prenant soin de nous, nous contribuons à l'amour universel. Et donc, j'ai envie de vous dire, philosophiquement, cultivez votre jardin pour pouvoir vous mettre au service d'Eros. Et du coup, prenez soin de vous pour être un petit soldat au service de l'amour sur Terre, pour pouvoir diffuser, rayonner, dégager des émotions positives et puis en récolter. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour. Merci de m'avoir écouté et au revoir.